la tu vis ça, société. justement, cette espèce d'ascenseur émotionnel dans le business? En tout cas, on parlera du perso après. Mais est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'ego par rapport à ça? Non, Est-ce que... heureusement, et je pense que c'est un vrai conseil qu'il faut donner à la jeune Ouais. génération. En fait, par moment, il faut savoir lâcher. Mm. Je me suis battue pour oser. J'avais mes conditions. Mes associés étaient plus ou moins prêts. Enfin, à la fin, on était OK pour me laisser la boîte. La seule chose, c'est que c'était à certaines conditions. Et j'avais dit, si vous trouvez un repreneur à de meilleures conditions, j'accepte de vous... Parce que j'étais prioritaire, évidemment, sur la reprise. Et donc, j'accepte de vous laisser vendre vos parts à l'externe. Et donc, voilà, on a franchement essayé de faire les choses relativement bien, malgré les circonstances qu'il y avait, parce que c'est tout un tas d'enchaînement de choses qui a mené, en fait, à notre scission en termes d'associés. Mais la boîte fonctionnait bien, les équipes étaient vraiment dévouées, on avait fait le bon marché, Monoprix était en train, à l'époque, quand on vend la boîte, Monoprix vient de nous signer pour pouvoir être vendu au sein de Monoprix. Donc, tout était vraiment... quand moi, j'étais à la direction d'Osée, je voyais pas ce qui pouvait nous empêcher d'y arriver, si ce n'est qu'on a eu des sujets de trésorerie. En fait, à un moment, quand une société, elle grossit trop vite, la trésor devient un vrai sujet. Et malheureusement, dans notre société, on a fait face à des difficultés puisqu'on a un de nos fournisseurs, si je puis dire, qui nous a plus ou moins escroqué une somme à 6 chiffres. Donc ça a rendu très compliqué la gestion quotidienne. Donc pas que ça ne marchait pas, ça marchait très bien, mais on n'avait plus assez d'argent pour pouvoir y aller. Et comme voilà, il y a eu pas mal de petites choses, et évidemment quand on sonne des protocoles de sortie, je suis sous confidentialité, donc je ne peux pas tout expliquer. Mais globalement, le conseil que j'ai à donner, c'est que par moment, il faut savoir lâcher. Parce qu'en fait, à un moment, quand vous ne lâchez pas, vous tombez avec le boulet qui est en train de vous tirer vers le bas. Et parfois, voilà, pour moi, il ne faut pas être alimenté par l'argent. Parce que si j'avais choisi l'argent, j'aurais choisi de garder Osée. C'était plus facile, la boîte elle était déjà là, les fournisseurs étaient déjà là, tout était plus facile. Et en fait, à un moment, je sentais que si je gardais Osée, je disais adieu par contre à autre chose. J'ai eu un choix à faire. Et cette autre chose, c'était d'autres sociétés qui, pour coup, étaient beaucoup plus en phase sur certains points de ma vie et sur certaines valeurs que je voulais prôner, que je ne pouvais plus changer. Une fois qu'une société, elle est mise en place, c'est très difficile. J'aurais pu, mais c'était... je dis toujours, il vaut mieux partir d'une page blanche que d'une page qui est un brouillon, et c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un choix difficile ça m'a demandé quand même 6 mois avant de me décider. Et j'ai fini par lâcher. J'ai été déçue par certaines réactions, mais en vrai, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie parce que tout ce qui m'est arrivé après cette décision est extraordinaire. Et oui, d'un autre côté, je me dis, si c'était écrit, c'est pas possible. Tu te caches pas sur les réseaux, j'enchaîne par rapport à ça, parce que il y a beaucoup de boulot, il y a des déceptions, il y a beaucoup d'investissements de ta part, et il y a une partie de ta personnalité qui parfois sombre un petit peu au niveau de la dépression. Tu en as déjà parlé? Oui, j'en ai parlé dans un podcast brièvement. Ouais. Quand j'étais très jeune, donc dans les périodes difficiles après bac, j'ai fait une grosse dépression. Donc j'ai commencé à 17 ans à sombrer. À 18 ans, je suis dépressive. Et ça va durer jusqu'à quasiment mes 22 ans. Donc c'est long. Et c'était des moments très, très difficiles dans ma vie. J'ai eu envie de mourir, j'ai fait des tentatives. C'était vraiment... En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que moi, depuis que j'étais toute petite, je rêvais de changer le monde. Mais voilà, j'avais décidé que... En fait, on avait le moyen de rendre tous les gens heureux sur cette terre. Et c'était dans ma tête très facile de le faire. Il fallait enlever l'argent de ce monde et qu'il n'y aurait plus de problème. Et j'avais commencé vers l'âge de 12 ans à développer, tu vas me prendre pour une folle, mais à développer toute une map de comment changer le monde. On enlevait l'argent. Donc, on enlevait l'argent, il fallait trouver comment on revenait au troc. Un peu, dans mon idée de départ, c'est que chaque personne était prédestinée à une mission pour sa communauté. Enfin, j'avais un Chacun avait un rôle. Voilà. Sauf qu'à un moment, quand tu tires le fil rouge de mon super monde sans problème, sans guerre, où tout le monde est heureux, en fait, tu arrives à une dictature parce que je suis obligée d'imposer à un moment que toi, tu vas être boulanger, que toi, tu seras dentiste, toi, tu vas travailler à l'usine parce qu'on a besoin de... Je voulais pas retourner
j'aimais quand même la technologie, l'innovation, donc je voulais pas retourner à l'âge de pierre, mais je voulais quand même enlever l'argent de ce monde, tu vois. Et donc j'avais tout un monde idyllique. Et puis un jour, je présente ça à mes parents, toute fière et tout, parce que ça me paraissait tenir la route. Et mon beau-père me dit « Et tu sais que c'est utopiste ». Donc je ne savais pas à 12 ans ce que voulait dire le mot utopiste. Et c'est vrai que j'avais ce côté un peu très utopiste, bisounours, qui m'a fait défaut en grandissant. Il a été ramené sur Terre, en fait. Ah ouais. Et alors au début, j'étais c'est vous qui êtes gris. C'est sûr que si tout le monde pense comme vous, on ne changera jamais le monde, quoi. En gros, c'était un peu ça. J'ai toujours eu un peu de caractère. Mais en fait, en vieillissant, jusqu'à l'âge de 17 ans, je me rendais compte qu'en fait, quel était l'intérêt de vivre si en fait, quand j'observais le monde de mes yeux avec beaucoup de recul, c'était des guerres, des gens qui crèvent la dalle dans le monde. Tout l'opposé de ce que tu voulais, enfin, ce que c'est tout ça. Le monde veut, et ça me rendait très malheureuse. Ouais, mais c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un, de dire je suis malheureuse parce que je le connais pas, mais je sais que sa vie à lui là-bas en Inde ou peu importe est pas ce qu'elle devrait être. Et ça me touche. Et c'était très difficile pour moi d'expliquer ce mal-être que j'avais. Parce qu'il n'était pas, ça venait pas d'un décès, ça venait pas d'une rupture amoureuse, c'était un truc qui était très profond. Viscéral, ouais. Et dont j'étais persuadée à l'époque que je ne pouvais pas guérir. Enfin, quand j'ai 18 ans, je connais pas le mot dépression, je comprends pas que c'est une maladie. À l'époque, je pense que je suis comme ça, que je suis déconnectée du monde dans lequel on vit, que je suis trop gentille pour subir les aléas de cette vie et que je préfère m'en aller. Et que, voilà, continuez votre petite popote. Moi, j'ai rien à faire ici. En fait. M'obligez pas à vivre une vie qui ne m'intéresse pas. Là, pour moi, c'est horrible ce que vous me demandez. Et une amie à moi, à l'époque, je parlais pas du tout de mon mal-être, mais quelqu'un va probablement s'en rendre compte et un jour va me dire, alors que je lisais quasiment pas de livres à l'époque, me donne un livre qui s'appelle L'envol de Sarah. C'est une maman qui parle de la dernière année quasiment de sa fille et de son combat contre cette maladie. Donc, je comprends que j'ai une maladie un peu à ce moment-là, parce que j'ai à peu près les mêmes... symptômes, si je puis dire, que sa fille. Et surtout, sa mère, elle explique la tristesse jusqu'à la mort de sa fille, parce qu'elle ne peut rien faire et sa fille décédera. Elle finira par arriver à se suicider. Et là, je fais un parallèle avec ma mère qui avait beaucoup sacrifié dans sa vie pour moi. Et je me dis, si je fais ça, je tue ma mère. En fait, je ne me tue pas que moi, je nous tue. Sauf que ma mère, elle avait sacrifié sa vie pour moi. Elle m'a élevée seule, enfin vraiment, c'était terrible. Donc là, c'était pas plus que ma vie qui était en jeu quand j'avais mes envies suicidaires, c'était aussi la vie de ma mère et probablement de mon petit frère. Puisque, ça n'allait pas avec ton besoin de changer le monde et de rendre les gens heureux. Et donc du coup, pendant 5 ans, j'ai vécu avec ma dépression jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un déclic et c'est le travail qui va me redonner goût à la vie. Donc c'est pour ça qu'après, pendant... quasiment, j'avais donc 22, 23 ans et j'en ai 35 maintenant. Donc pendant quasiment les 13 dernières années, les calculs sont bons parce qu'en ce moment avec ma grossesse, je perds des neurones, les calculs sont bons. 13 ans plus tard, je me suis dévouée à mon travail en oubliant, je pense, quand même de vivre parce que, on va peut-être en parler plus tard, mais je revois beaucoup ma vie ces derniers temps. Avec l'arrivée du deuxième. Mais c'est vrai que c'est mon travail qui m'a redonné un sens à ma vie, l'envie de vivre. J'ai la chance d'avoir fait des choses qui ont fonctionné en plus, donc qui m'ont permis d'avoir un confort de vie qui n'est pas négligeable, même si, attention, je prône pas l'argent, et loin de là, mais il faut accepter que du coup, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'argent est quand même nécessaire pour avoir un certain confort que je n'avais pas plus jeune. Et en fait, je suis arrivée à 35 ans où j'ai un peu atteint tous mes objectifs de vie, pas que financiers, mais je parle, j'ai un compagnon avec qui ça se passe super bien, j'ai un petit garçon qui se porte, tu vois, qui est pas malade, qui est en bonne santé, qui est trop mignon, enfin... Et j'avais quand même un goal dans ma vie, j'avais pas un goal financier, mais j'avais un goal dans ma vie, c'était la maison de mes rêves, et j'ai la maison de mes rêves, je me réveille tous les matins aujourd'hui face à la montagne, parce que je suis très connectée à la nature depuis toujours. Donc tout ça a fait que ma dépression s'est estompée, même si je pense qu'une vraie dépressive comme moi apprend à vivre avec. Je peux pas dire, ça en tout cas... en toi, tu sens que c'est toujours un petit peu... Oui, j'ai une sensibilité, et c'est d'ailleurs le paradoxe de... Toi qui me connais intimement, les gens me voient comme un dragon, je suis très dure dans le travail, je suis là pour travailler. Mais pas du tout, Mais... Et dans la vie, je suis complètement différente. Quand on me connaît intimement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je peux pleurer pour le moindre truc. C'est vraiment mon paradoxe.
qui est très difficile à comprendre quand tu n'as que la facette Jennifer businesswoman. Je pense que tu t'imagines pas à quel point, en fait, j'ai une sensibilité à peu fleur de peau, mais c'est ce qui me sauve, entre guillemets, cette carapace. Sinon, je suis la jeune fille de 17 ans qui a envie de se foutre en l'air tous les jours, quoi. Mais donc, on a conscience de ta carapace, en fait, par rapport à ça. Ah oui, je pense. Et elle te sert dans le boulot. Ah oui, je pense. T'as ton masque. Ouais, je crois en tout cas que c'est ce qui m'a sauvée à un moment de ma vie. Peut-être qu'en vieillissant, le masque part de plus en plus, c'est l'impression que j'ai, mais pendant longtemps. Puis après, dans un milieu comme le milieu entrepreneur, quand vous êtes jeune et une femme, il y a un moment, il faut arriver en ayant des coronesses, entre guillemets. Et donc, je pensais à l'époque que l'autorité être très ferme, être très, comment dire, très dure, me donnait une certaine légitimité. Alors que maintenant, je l'ai gagné par mes succès, entre guillemets. Et donc, j'ai, entre guillemets, plus rien à me prouver à moi-même, mais encore moins à vous. Donc, je suis un peu plus détendue. Est-ce que tu as eu des vraies déceptions et des trahisons dans ton métier? Quel impact ça a eu? Et est-ce que, s'il y en a dans le perso aussi, quel impact a le personnel, en fait, dans ta Alors, carrière? moi, j'ai eu deux deux relations toxiques, une professionnelle et une personnelle au cours de ma vie. Dans un cas, sur la partie personnelle, un pervers narcissique. Alors à l'époque, moi je disais toujours, c'est le truc galvaudé, toutes les nanas ont une relation avec un pervers narcissique. Croyez-moi, le jour où vous en rencontrez un, vous savez que vous en rencontrez un vrai, qui était quelqu'un en plus de médiatique, etc. Donc très compliqué à vivre parce qu'à ce moment-là, donc dans ma vie privée, ma vie professionnelle, elle est explose, elle est au firmament de ma vie. Enfin, je suis au firmament de ma vie. Je rencontre cette personne qui, lui, est quelqu'un de médiatique, très connu, mais plutôt dans un moment creux de sa carrière. Mais j'ai l'impression d'avoir rencontré le match. Comme si, ça y est, ma vie, elle était complète. J'ai, entre guillemets, l'homme de ma vie, le boulot de mes rêves. Enfin, qu'est-ce que demander plus, quoi? J'avais tout. Puis en fait, le prince charmant s'est avéré être un prince charmant qui avait une compagne. Donc là, grosse déception parce que je comprends que moi, femme de caractère, qui me laisse pas faire, qui a des boîtes qui fonctionnent, qui a du caractère. Comment je peux me laisser berner par ça? Alors ça a été pour moi. Et encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je n'arrive pas à m'expliquer comment une personne comme moi a réussi à tomber dans tous les petits mensonges et se faire berner. Alors moi, ça n'a duré que quelques mois parce que malgré tout, ma force de caractère étant là, j'ai la chance de ne pas être tombée sous son emprise. Mais sa compagne qu'il avait à l'époque, qu'il a du coup toujours, est sous son emprise totale et c'est terrible. Et c'est parfois, beaucoup de gens me disent pourquoi tu ne vas pas lui dire, pourquoi tu ne lui montres pas tous les messages que tu as de cet homme. Et je me dis déjà, je ne suis pas la personne qui doit aller lui ouvrir les yeux. Et en plus de ça, c'est très difficile, je pense, pour avoir été à minima, parce qu'elle, ça fait des années maintenant, mais un peu sous son emprise à un moment. Il est trop fort. Enfin, je pense même si je lui montrais par A plus B, même les choses horribles qu'il a pu dire sur elle, elle y croirait pas. Parce qu'elle est sous emprise aussi. Donc là, ça a été une leçon de vie. C'est comme si j'avais découvert le mal et que jusqu'à maintenant, je pensais pas qu'une personne aussi mauvaise pouvait exister. Donc j'ai de la chance que moi, ça m'a pas détruite. Comment tu t'es reconstruite après ça? Un autre homme. Je vais être très honnête, j'ai rencontré un autre homme qui était l'opposé et qui m'a dit mais attends, wake up, là c'est pas possible et donc ça m'a sauvé la vie et non, j'ai eu un entourage en béton armé, je dois admettre. Sans l'entourage que j'avais à cette époque-là, et les pervers narcissiques essayent de vous enlever tout votre entourage, mais moi j'avais béton armé. Cet entourage non seulement a été présent pour les moments très difficiles, parce que j'ai beaucoup pleuré à cette période-là, je perdais pied. Et limite, je perdais du coup pied dans mes... J'arrivais le matin, il fallait que je fasse bonne figure. Ça atteint ta confiance dans ton travail? Non, mais ce qui était difficile, c'est qu'il avait... Ses bureaux étaient dans le même lieu physique, donc il venait, même si je le repoussais, il venait me voir, il m'avait envoyé des fleurs et des trucs, il venait en bas de chez moi, et c'est toi qui veux, pourquoi tu fais ça, tu es la femme de ma vie, tout le monde te ment, elle n'existe pas, elle est encore chez moi, mon ex, mais bon, c'était pas son ex,
parce que elle est chez moi, parce qu'elle a nulle part où aller, et je peux pas la mettre dehors comme ça. Et j'arrivais à comprendre ça, puisque moi-même, j'ai vécu sous le même toit que mon ex-mari pendant quasiment 1 an. Mais nous, c'était hyper sain. Enfin, on était vraiment séparés. Donc, le problème, c'est que moi, je le faisais bien. Donc, pourquoi c'était possible, tu vois, je ne voyais pas le mal dans les gens. Pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à m'apercevoir quand quelqu'un avait quelque chose de mauvais en lui. Si je lui avais donné ma confiance, forcément qu'il était bon, tu vois. Et en fin de compte, non, je me suis trompée. Et ça, c'est ma leçon de vie. Maintenant, j'étais déjà méfiante avant. Mais alors là, je suis devenue super exigeante dans les gens qui ont le droit de rentrer dans mon entourage. Et en plus, très, très méfiante, surtout vis-à-vis des hommes. Et du coup, l'homme qui t'a sauvé de tout ça, il a réussi à me redonner confiance en moi, et surtout à accepter que je sois pleinement une femme d'affaires. Parce que le pervers narcissique, ça le dérangeait que je brille, que je... Donc voilà. Donc c'était très compliqué. Alors heureusement, ça a duré in fine de bout en bout que 8 mois. C'est rien dans une vie, mais ça a été 8 mois très difficiles. Et donc je te disais, mon entourage a été hyper important à ce moment-là. Et il y a une personne de mon entourage qui un jour, parce que lui ne lâchait pas, c'est le principe du pervers narcissique, il ne lâche pas une fois qu'il a une proie à la vie, à la mort. Et j'ai la chance que quelqu'un, comme il était médiatique, il y avait quand même un point où il était sensible, c'était toute cette image, tout ce qu'il peut renvoyer, c'était son point faible. Et quelqu'un lui a dit, en fait, si tu ne la laisses pas tranquille, tu vas perdre gros, parce que là, on va se mettre sur tes côtes. Donc j'ai eu des anges gardiens dans mon entourage. Et c'est quand cette personne a été le voir qu'il a fini par arrêter de m'harceler, etc. Parce que c'était devenu un harcèlement à la fin. Tu tapes son nom dans mon téléphone, je sais pas combien, il me demandait de me géolocaliser, enfin, un malade, quoi. Ouais. Donc non, ça a été difficile, mais disons que j'avais ma soupape qui restait quand même mon boulot. Quand j'ai eu une relation toxique, par contre, dans le travail, là, ça a été très, très difficile. Parce que j'ai mis plus de temps à arriver à me détacher de cette relation toxique. J'ai eu plus de temps à admettre que je mettais trop de choses positives dans une personne qui n'était pas si positive. Et là, par contre, ça a été très difficile pour moi parce que je l'aimais vraiment, cette personne. Et en fait, par moments, on me disait, mais regarde, tu peux, Jen, tu peux pas... C'est pas toi, comment tu peux accepter ça, comment tu peux... Et là, c'était difficile parce que d'un autre côté, j'adorais mon travail, je travaillais avec cette personne. Et là, ça a été très, très compliqué pour moi. Ça a mis plus de temps, finalement, Ah oui, ça m'a mis... une fois que j'ai accepté qu'il fallait qu'elle sorte de mon paysage, que ce soit professionnel et même amical, parce que c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais au plus profond de mes tripes. Mais pareil, le soulagement, j'ai comme si, tu sais, toute légère, tout... et tu sais, il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Du jour où j'ai réussi ça, j'ai jamais autant réussi dans plein de choses, et même dans mon bien-être personnel, qu'à ce moment-là. Mais je venais tellement loin avec la dépression que peut-être aussi que d'ailleurs, peut-être que j'ai eu cette dépression pour pouvoir supporter ces 2 relations toxiques qui auraient pu me briser si j'avais pas déjà été encore plus bas que ça. Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, avec le recul, j'ai affronté ces 2 relations plutôt bien quand même. Tu vois, enfin, c'était difficile, mais je pleurais beaucoup, etc. Mais dans celle qui était privée, je me suis assez vite rendu compte que c'était un malade, mais j'avais du mal à m'en détacher. Dans l'autre, j'ai mis des œillères. Je ne voyais pas cette personne comme toxique. Et ça, c'est pire. C'est au même moment où tu es tombée enceinte? C'est quand je suis tombée enceinte. C'est quand je suis tombée enceinte. Tu voulais pas être... Enfin, c'est pas que tu voulais pas être maman, mais... Si, j'avais toujours dit, j'aurais jamais d'enfant. La maternité, c'était pas forcément, voilà... J'avais dit, je n'aurais jamais d'enfant. D'accord. Je ne voulais pas d'enfant. Qu'est-ce qui a déclenché je voulais adopter. Moi, c'était vraiment, j'adopterais. Il y a déjà beaucoup d'enfants dans le monde qui ont des difficultés. Tout le monde me disait, mais jamais, adopter, c'est compliqué, tu sais pas et tout. Mais c'était sûr dans ma vie, je ne ferai pas d'enfant. Il y a déjà trop d'enfants tristes dans ce monde, j'adopterai. Qu'est-ce qui a changé ton regard sur la question? Ça n'a pas changé, ça m'est tombé dessus. Ouais. Mais par contre, quand ça m'est tombé dessus, c'est ce qui m'a donné le courage de me dire, notamment cette personne qui était dans ma vie à ce moment-là, qui était très toxique, de me dire en fait,
pour la première fois de ma vie, j'ai eu une grossesse très, très difficile, où j'ai été très, très malade. Je vouais ma vie à cette personne sur plein de domaines. Et d'un coup, j'avais besoin d'un peu d'aide, entre guillemets, parce que c'est très difficile, une grossesse très difficile. Et je me suis rendu compte que cette personne n'avait pas le même rapport, que ce soit professionnellement ou amicalement, on n'était pas sur le même pied, tu vois. Et là, ça a fait vraiment écho en moi. Et surtout, c'est pas la grossesse, mais le père de mon fils qui me disait, ça, c'est pas normal. Lui, il est médecin, donc il vient pas du tout du même milieu que moi. Tu vois, famille de médecins, très terre à terre. Ma belle famille, je les aime plus. Ça n'a rien à voir avec le milieu dans lequel j'évoluais et j'évolue. Et lui, il me disait, en fait, ça, c'est pas normal. Dès que tu as 3 minutes pour toi, tu sais, les gens toxiques, ils te prennent ton énergie vitale. C'est pas qu'ils sont méchants, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'était pas quelqu'un qui veut être sur tous les fronts. Voilà, c'est pas quelqu'un qui était méchant envers moi, mais en fait, un jour, j'ai failli perdre mon fils, in utero, j'étais enceinte. Et je dis à cette personne, je vais pas pouvoir assister à telle réunion. En fait, a priori, je vais devoir aller faire une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Donc j'étais dans un deuil. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si j'avais pas envoyé ce message. C'était ok, mais bon, donc pour le boulot, pour le truc, pour le machin. Et là, je me suis dit, en fait, ça peut pas être ça ma vie. Je peux pas. J'adore mon travail et tout, mais quand même, là, pour la première fois de ma vie, j'avais besoin d'être dans cet instant présent. Dans ta bulle à toi aussi pour ta. Et en fait, je l'ai pas été parce que j'aime tellement mon travail que j'ai été présente parce qu'on rencontrait une difficulté. Et c'est vrai que c'était moi qui étais quand même PDG de la boîte, donc c'est moi qui gérais tout. Donc j'ai quand même été front pour les difficultés qu'on avait au moment même où je devais aller faire cette interruption médicale de grossesse. Et c'est mon compagnon qui m'a dit, c'est ça la vie qui m'attend, c'est être à un déjeuner, lire un mail qui est en train de dire que notre enfant, on va devoir peut-être aller... tu vas devoir aller te faire avorter. Lire ce mail, toi et moi, pleurer toi et moi au restaurant, et 2 secondes après, t'entendre pendant 2 heures, 3 heures au téléphone avec tes équipes, comme si cette annonce-là n'avait pas existé, et gérer tes trucs. Il me dit, j'ai presque l'impression que tu n'as pas d'émotion. C'est pas que j'en avais pas, mais j'étais tellement dans le flow, en mode robot. dans le flow de mon travail, etc. Et c'est vrai que je dis pas qu'au moment où il m'a dit ça, ça a fait comme ça dans ma tête, mais c'est sûr que c'est une petite graine qui m'a permis de me dire, en fait, il a raison. À l'époque, toi, tu m'as connue comme ça. Je passais ma vie sur mon téléphone. Ouais. J'étais avec vous sans être avec vous. Mais j'étais constamment au téléphone.